j'ai pu dire merci à l'assassin de ma fille. Je ne demande pas la peine de mort. C'est la perpétuité. Ça veut dire qu'il ne sortent jamais. Dès qu'il ressort, il tue à nouveau. Le 26 mars 1998 marque la fin d'une traque policière exceptionnelle en tout point, la traque d'un tueur en série qui, de façon étonnante, échappera aux enquêteurs et continuera de sévir pendant 7 ans. C'est cette affaire, entre autres, qui poussera la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou, à mettre en place un fichier regroupant les empreintes génétiques des déséquilibrés sexuels. Je veux parler de l'affaire Guy Georges. Maître Frédérique Pons fut l'une de ses avocates et elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord revenir un peu sur le parcours de Guy Georges. Dès la petite enfance, il montre des signes d'agressivité. C'est un enfant rejeté par tous, y compris par sa mère et par ses grands-parents maternels. Et il est très vite confié à la DAS. Oui, je dirais, je ne sais pas si c'est vraiment dès la petite enfance, parce qu'en fait, il est né en 62, si je ne me trompe pas. Il va être abandonné. En fait, il est né d'un père qu'il n'a jamais connu, qui était un soldat américain, GI américain, sur lequel il a sans doute beaucoup fantasmé, beaucoup projeté. Et sa mère ne peut pas l'élever. Elle mettra du temps à se décider, savoir si elle le garde pas. Donc, s'il y a un processus administratif à l'époque qui est très long, donc il n'est pas adopté quand il est tout bébé, pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, en gros, il suffisait que le parent envoie une carte postale par an, il n'était pas adoptable. Et il ne le sera finalement que très tardivement, puisque c'est à l'âge de 5 ans qu'on va lui enlever son identité et qu'on va, alors qu'il avait le nom de sa famille d'accueil pour l'instant, on va finalement lui donner ce nom de Guy Georges. Et ce sera considéré par les psychiatres comme un acte très violent fait sur cet enfant qui n'est plus si petit que ça, puisqu'il a presque 6 ans d'ailleurs. Alors à Paris, il va commencer à sévir en 1981, mais il ne tue pas ses victimes qui arrivent à s'échapper. La première fois qu'il tue, c'est en 91. C'est la jeune Pascale Escarfaille, alors qu'il est en semi-liberté. C'est un premier dysfonctionnement dans cette affaire. Il va y en avoir toute une série d'autres, mais le premier meurtre est lié à un vrai dysfonctionnement. On pourrait dire que tous sont liés à un dysfonctionnement. De toute façon, c'est très difficile, ou plutôt c'est trop facile après coup, une fois que la personne est arrêtée, une fois qu'on peut relire l'histoire à l'envers, c'est trop facile de pointer les dysfonctionnements. Donc ce qui est certain, si vous voulez, c'est que la personnalité de Guy Georges, ou plutôt, j'allais dire, sa psychopathie, sa maladie, elle est évolutive. À partir du moment où il y a eu une agression quand il était enfant, mais qui était adolescent, qui était une agression légère. Il y en a eu une ensuite plus forte. Ensuite, du coup, il est rejeté, et c'est normal, je dirais, ça n'est rien d'anormal par cette famille d'accueil. Donc, il va aller en foyer. En foyer, il va très mal supporter cela. Donc, voilà, il y a une entrée, j'allais dire, dans la délinquance qui se fait presque de manière programmée. Et cette façon qu'il a à la fois de facialement s'adapter dans la société, parce que quand il est dans des familles d'accueil, ça se passe absolument bien. Mais en même temps, au fond de lui, il y a sans doute une certaine violence qui s'installe et qui ne va pas être, parce qu'il est arrêté une première fois, il est vu par des psys. Ils ne vont pas voir cette violence. Alors, ne vont-ils pas la voir parce qu'elle n'existe pas, ou ne vont-ils pas la voir parce que simplement ils la voient? C'est difficile. Sauf qu'il va vraiment passer entre les mailles du filet plusieurs fois. Sans réécrire l'histoire, on peut vraiment parler de dysfonctionnement, et notamment, je crois, une espèce de guerre des polices, parce que plusieurs brigades s'occupent de cette affaire et on se tire dans les pattes. Disons que de 91 à 97... il va y avoir donc, on le sait, 7 assassinats. Il va y avoir des assassinats qui ont été commis dans des appartements. Il y en a qui sont commis dans des voitures. D'ailleurs, il faut plus parler de meurtre que d'assassinat, parce qu'on est plus dans quelque chose d'impulsif. Et donc, qui vont être confiés effectivement à des brigades différentes. Et a priori, quand je vous dis comme ça, c'est des choses qui ont été commises dans des appartements et dans des parkings. On ne dit pas spontanément c'est le même mode opératoire. Donc,
donc oui, ça a été confié à des brigades différentes, ça a été confié à des hommes qui peut-être ne voulaient pas coopérer. Donc c'est vrai que, et je crois que certaines familles de victimes ont eu le sentiment que tout prenait énormément de temps, que des choses qui leur paraissaient absolument évidentes n'étaient pas faites. Est-ce que le fait d'échapper à la police de cette manière va lui donner un sentiment d'invincibilité ? Est-ce que ça va renforcer sa détermination à tuer ou est-ce que, comme vous dites, c'est totalement impulsif ? Il a été écrit, effectivement, par certains de vos confrères d'ailleurs, que ça renforçait son invincibilité. De ce que j'ai vu du personnage, je n'en suis pas du tout sûre, parce que moi, je n'ai pas vu une personnalité qui mettait en scène ces meurtres, pour moi, toutes ces actions ont été très, très, très impulsives. Lors de son procès, qui débute donc le 19 mars 2001, il va commencer par nier tous les meurtres. Comment allez-vous, avec l'aide de l'autre avocat qui s'occupe de ce procès, réussir à lui faire avouer ces meurtres ? Parce qu'il va finir par les avouer, en tout cas une partie. J'assistais, je défendais Guy Georges avec mon confrère Alex Ursulé, et c'est lui d'ailleurs qui avait été désigné en premier et qui connaissait bien, beaucoup mieux que moi, Guy Georges, et qui connaissait aussi très bien le dossier. Et il faut bien voir que quand on prend le dossier, quand on rencontre Guy Georges, il nous dit d'abord c'est pas moi, et quand on prend le dossier, quand on prend plutôt la totalité des dossiers en les morcelant, comme cela a été fait pendant cette année, il y a des tas d'éléments à décharge qui jouent, parce qu'on nous avait dit que le meurtrier avait un pied égyptien, on nous avait dit qu'il y avait un certain portrait robot qui ne lui ressemblait pas du tout. Une des victimes avait été mise en présence de la photographie de Guy Georges, je ne l'avais pas reconnue. Et puis, l'ADN qui colle pas. Plus grave que ça, voilà le plus important, c'est qu'en 95 quand même, arrêté dans une autre affaire, il est présenté donc à une brigade qui s'occupe des recherches. Son ADN est pris, et son ADN n'est pas l'ADN du serial killer à ce moment-là, puisqu'on savait, on avait appelé l'ADN du serial SK1, qui était un ADN qui avait été pris sur des scènes de meurtre. Donc en 95, il a un ADN qui n'est pas celui-là. Et ce n'est qu'en 97, quand, à la demande du juge d'instruction, le juge Thiel, les laboratoires reprendront ce dossier, que le laboratoire qui a examiné son ADN, l'ADN de Guy Georges en 95, viendra dire « Ah ben oui, il y avait une erreur de frappe dans mon rapport de 1995, et donc je confirme bien qu'en fait l'ADN de Guy Georges, ça se termine par un 3 et pas par un 2, et c'est donc bien l'ADN du... » Donc à partir du moment où, quand on arrive à une audience, un rapport d'ADN qui vous dit il y avait une erreur de frappe, moi je ne sais pas quel est le bon rapport. Donc voilà, quand on arrive au procès, on a des éléments très sérieux pour soutenir la thèse de Guy Georges, Guy Georges se présente à l'audience en disant ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Et pendant ce procès, il va réussir à vous émouvoir. Vous pouvez l'expliquer aujourd'hui ? Je dirais c'est pas lui qui, parce que c'est vrai que oui, j'ai été, c'est pas lui, parce que, et de même que ce n'est pas nous qui l'avons fait avouer. On a eu une semaine d'audience particulièrement difficile, particulièrement parce que, et c'est normal, je veux dire, les familles des victimes étaient en face de nous, c'est un cercle fermé et restreint, donc il y a énormément de tension, il y avait énormément d'agressivité de l'autre côté de la barre, et c'était avec des avocats nombreux qui faisaient parfaitement bien leur travail, et à force d'harceler Guy Georges de questions, à un moment donné, il s'est pris les pieds dans le tapis. Maître Ponce, si je vous demande de terminer cette phrase, le 26 mars 1998, c'est le jour où, comme répondez-vous ? On le sait, c'est le jour où Guy Georges a été arrêté, et c'était donc, je pense, ça a été du soulagement pour énormément de personnes, du soulagement certainement pour les familles de victimes, même si après il y a eu encore un long chemin, puisque le procès ne s'est tenu qu'en 2001. Merci beaucoup Frédérique Ponce d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.